Introduction. L'aventure que vous allez vivre sera sans doute l'une des plus bouleversantes de votre vie. Au fur et à mesure de vos progrès dans cette étude, vous allez porter, tant sur le monde que sur vous-même, un regard totalement nouveau. Vous allez prendre la responsabilité d'user de vos nouvelles aptitudes, pour le bien de l'humanité, selon l'expression du mind control. D'ailleurs, comme vous allez bientôt l'apprendre, vous ne pourrez pas en user d'une autre manière. Le chef de service chargé des plans d'urbanisme d'une ville de l'Ouest ferma la porte de son bureau, laissant sa secrétaire seule et désemparée. On ne retrouvait plus les plans d'aménagement d'une galerie de boutiques. Or, concernant la construction de cet ensemble, la décision définitive devait être prise lors d'une réunion prévue quelques jours plus tard avec les autorités municipales. Néanmoins, le chef de service semblait à peine affecté par un problème qui eût jeté plus d'un patron dans une de ces tourmentes dont les secrétaires font habituellement les frais. Certaines ont perdu leur poste, pour bien moins. Il s'assit à son bureau, puis, calme et paisible, ferma les yeux. À le voir, on l'eût pris pour l'incarnation même de la perplexité. 10 minutes plus tard, il ouvrit les yeux, se leva lentement et rejoignit sa secrétaire. « Je crois que je les ai trouvés, » dit-il. « Jetons un coup d'œil à ma note de frais de jeudi dernier, lorsque je suis allé à Hartford. Comment s'appelle l'établissement où j'ai dîné ?» Il téléphona au restaurant. Les plans, effectivement, s'y trouvaient. Ce chef de service avait suivi l'entraînement du mind control et avait appris à éveiller en lui des aptitudes qui, chez la plupart d'entre nous, restent à l'état potentiel. Il savait, entre autres choses, faire ressurgir de sa mémoire des souvenirs enfouis à un niveau qu'un cerveau non entraîné ne peut atteindre. L'application de cette méthode permet de véritables exploits à des millions d'hommes et de femmes. À quelle activité, pendant qu'il était tranquillement assis, s'était donc livré ce responsable des plans d'urbanisme? Nous en aurons une idée par le récit d'un autre diplômé de la méthode Silva. Hier, aux Bermudes, il m'est arrivé une aventure incroyable. Il ne me restait que 2 heures avant le départ de l'avion qui devait me ramener à New York, et je ne retrouvais pas mon billet. Pendant presque 1 heure, nous nous sommes mis à 3 pour fouiller l'appartement que j'occupais, cherchant partout, sous les tapis, derrière le réfrigérateur. J'ai même défait et refait plusieurs fois ma valise, sans succès. Finalement, je me suis décidé à m'installer dans un coin tranquille et je suis descendu en alpha. À peine avais-je atteint ce stade que j'ai visualisé mon billet, aussi clairement que s'il s'était trouvé devant moi, coincé entre des livres, dans un placard, donc difficile à trouver. J'ai couru au placard, le billet était bien là, exactement comme je l'y avais vu. Il paraît évidemment impossible à ceux qui ne connaissent pas la méthode Silva de croire en des témoignages aussi étonnants. Pourtant, quand vous aurez écouté les chapitres rédigés par le fondateur de cette méthode, José Silva, vous découvrirez que votre propre cerveau possède des capacités encore plus stupéfiantes. Mais le plus extraordinaire sera encore la facilité et la rapidité avec lesquelles vous saurez tirer profit de cet enseignement. Dans sa majeure partie, la vie de José Silva a été consacrée à la recherche des possibilités du cerveau. Recherche qui s'est concrétisée par un enseignement d'une durée de 40 à 48 heures. Parmi les buts proposés par la méthode Silva figure l'entraînement à la remémoration de souvenirs qu'on croit oubliés, la maîtrise de la douleur, l'accélération de la guérison, la perte des mauvaises habitudes. Cet enseignement développe également l'intuition, fait appel au 6e sens, générateur de solutions créatives aux problèmes de la vie quotidienne. En outre, il s'installe en nous une allégresse, un optimisme paisible, fondé sur notre certitude d'être désormais capable de diriger notre vie à un niveau que nous n'aurions pu soupçonner auparavant. Ainsi, pour la première fois, le canal du livre vous offre la possibilité de bénéficier d'une grande part de cet enseignement. Même si, pour ses travaux, José Silva a puisé aussi bien dans le savoir oriental que dans la science occidentale, sa méthode reste, dans son principe, typiquement américaine. Fondée sur la pratique, elle vous invite à vivre une vie à la fois plus harmonieuse et plus efficace. Au fil des exercices consacrés à l'apprentissage, vous allez, en les effectuant, accumuler les résultats positifs et, dès lors, renforcer votre confiance en vous
jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à réaliser des performances dont l'état actuel de vos connaissances ne vous permet pas la moindre idée. Car votre esprit est réellement capable d'accomplir des miracles. Non seulement cela a été scientifiquement prouvé, mais des millions de personnes dont cette méthode a radicalement transformé la vie peuvent en témoigner. Supposons que vous souhaitiez améliorer votre vue. Au cours de mon premier entraînement à la méthode Silva, j'ai noté que ma vue changeait. Elle semblait s'améliorer. J'avais porté des lunettes durant mon enfance, jusqu'à la faculté. À 38 ans, il m'a fallu les remettre. On m'avait toujours dit que mon œil gauche était 3 fois plus faible que l'autre. En 1945, j'ai dû porter des lunettes pour lire. Mais dès 1948 ou 1949, il m'a fallu des verres à double foyer de plus en plus forts. Après avoir suivi l'entraînement, sans pouvoir pour autant me passer de lunettes, j'ai constaté une amélioration remarquable de ma vue, qui ne cessait de s'accentuer. Aussi, ai-je attendu le plus longtemps possible avant de faire contrôler ma vue. Sur le conseil de mon opticien, qui attendait la livraison de mes nouveaux verres, j'ai même remis des lunettes vieilles de 20 ans. Ces vieilles lunettes feront parfaitement l'affaire, m'avait-il dit. Il est évident que tout ceci doit vous sembler bien mystérieux. Vous comprendrez mieux quand, au chapitre 10, vous découvrirez comment les diplômés du Mind Control prennent en charge leur fonctionnement corporel et, grâce à des techniques d'une extrême simplicité, parviennent à accélérer les processus naturels de guérison. Voici un autre témoignage, celui d'une femme qui a réussi à maigrir de façon spectaculaire. J'ai d'abord visualisé un cadre foncé cernant une table couverte de glace, de gâteaux, etc., en fait de tous les aliments qui font grossir. J'ai barré cette table d'un grand X noir. Ensuite, je me suis vu moi-même, énorme, comme dans un de ces miroirs déformants que l'on trouve dans les foires. Après quoi, j'ai visualisé un nouveau décor, entouré d'un halo doré. Une table, garnie d'aliments à haute teneur en protéines, poissons, œufs, viande maigre. J'ai entouré cette scène d'une grande guirlande lumineuse, et le miroir, cette fois, m'a renvoyé l'image d'une femme mince et élancée. Mentalement, je me suis alors répété que j'éprouvais un besoin irrésistible des aliments de cette table, et de cela seulement. En outre, j'ai imaginé les compliments admiratifs que me feraient tous mes amis sur ma nouvelle silhouette. Et pour ce résultat, j'ai fixé une date précise. Établir un délai strict fut la partie la plus difficile de ma démarche, mais j'y suis arrivé. De tous les régimes amaigrissants que j'ai essayés, c'est le seul qui ait réellement marché. Tel est le Mind Control. Il vous permet de descendre à un niveau profond de conscience et, une fois parvenu à ce stade, de vous entraîner à dominer votre esprit au moyen d'un ensemble de représentations mentales que vient renforcer le langage. Les résultats obtenus sont de plus en plus stupéfiants. Ils durent autant que l'on poursuit l'entraînement. Vous commencez sans doute à comprendre que ce livre ne ressemble à aucun autre. Il va d'abord vous conduire au stade de la méditation. Vous découvrirez ensuite les applications pratiques de la méthode. Enfin, votre apprentissage terminé, vous accomplirez avec le plus grand naturel des choses que la plupart des gens tiennent pour absolument irréalisables. Vous allez en quelque sorte trouver ici un livre dans un livre. Certains chapitres, 1, 2 et 1er à 20, rédigés par Philippe Mill, décrivent les applications fantastiques de la méthode, ainsi que les bénéfices que des millions de diplômés en ont retirés. Le reste de l'ouvrage, écrit par José Silva, vous initie à une grande part des techniques enseignées dans le cours. Dans le cadre de celui-ci, l'entraînement est conduit par des instructeurs compétents et s'adresse à des groupes de stagiaires. Il comporte une partie réservée à des exercices pratiques. Les résultats y sont rapides et spectaculaires. Ceux que vous obtiendrez en vous entraînant seul le seront moins, mais dans la mesure où vous suivrez scrupuleusement les directives de José Silva et où vous pratiquerez les exercices qu'il propose, vous pouvez être certain de résultats qui, même s'ils se manifestent plus lentement, transformeront radicalement votre vie et la rendront plus agréable. Il existe une façon particulière d'écouter ce livre audio. D'abord, d'un bout à l'autre comme n'importe quel livre. Cette première écoute doit se faire sans commencer aucun des exercices proposés. Puis, réécoutez les chapitres 3 à 14 pour vous permettre une approche plus claire et plus globale de la voie dans laquelle vous vous engagez. Réécoutez ensuite le chapitre 3 et commencez à pratiquer les exercices qu'il propose pendant quelques semaines, mais cela exclusivement. Lorsque vous les aurez maîtrisés, passez alors au chapitre 4 et ainsi de suite. Au chapitre 14, vous aurez assimilé l'enseignement qui est dispensé aux diplômés du Mind Control. Enfin,
Si vous souhaitez développer votre expérience, reportez-vous au chapitre 13. Il vous explique comment constituer un petit groupe d'amis ayant suivi le même entraînement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 1. Mieux exploiter vos facultés cérébrales. Imaginez que, dans un éclair de joie rayonnante, vous perceviez de manière fulgurante l'existence, toute proche de vous, d'une intelligence supérieure. Une sensation de paix indicible s'installerait en vous. Désormais, les jours de votre vie s'écouleraient sans que la moindre idée de découragement, de solitude, de séparation d'avec cette présence vivante vienne jamais vous troubler. Peut-être connaissez-vous cette sensation, de manière plus ou moins confuse. Pourtant, il vous en manque la certitude. Imaginez encore que, brusquement, une sorte de sagesse protectrice vous entoure. Vous seriez alors foudroyé par une intuition aiguë, instantanée, de l'omniprésence d'un amour absolu. Quelle serait votre réaction? Ne serait-ce pas une aventure fantastique, pas tellement éloignée, peut-être même toute proche, de l'angoisse métaphysique? Ces sensations sont exactement celles que l'on éprouve à l'issue des 4 journées d'entraînement à la méthode du Mind Control. Aujourd'hui, des millions de diplômés de cette méthode savent. Ils sentent monter en eux des aptitudes inconnues. Ils sentent renaître des énergies nouvelles. La pratique régulière des techniques qu'ils ont apprises les rend désormais capables de maîtriser leurs problèmes, de conduire leur vie autrement, de manière beaucoup plus riche et équilibrée. Afin de vous aider à commencer seul votre apprentissage, José Silva développera quelques-uns des aspects de sa méthode. Auparavant, nous allons vous donner un aperçu du déroulement d'un séminaire du Mind Control. Le cours débute par une introduction d'environ 1h20, dans laquelle le conférencier définit la méthode et résume, dans leurs grandes lignes, les 20 ans de recherche qui ont abouti à sa mise au point. Il aborde ensuite les différents domaines dans lesquels les élèves pourront mettre à profit les connaissances qu'ils auront acquises, améliorer leur santé, résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne, apprendre avec une facilité accrue, apprendre enfin à descendre facilement à un niveau plus profond de conscience. Après une pause, les élèves font connaissance. Ils viennent de milieux extrêmement divers. Médecins, secrétaires, professeurs, chauffeurs de taxi, maîtresses de maison, étudiants, lycéens, psychologues, religieux, retraités, cadres, artisans, industriels, échantillons types de la société. Un autre cours d'1h20 débute ensuite par quelques questions et réponses. Puis le travail reprend avec un premier exercice d'entraînement. Son but est d'amener l'esprit de l'élève à ce qu'on appelle le niveau de méditation. L'instructeur explique qu'il s'agit simplement d'un état de relaxation profonde, plus profonde que la détente procurée par le sommeil. Un état de conscience particulier l'accompagne. Car il s'agit bien en effet d'une modification de l'état de conscience, tel que la pratiquent toutes les disciplines de méditation et de prière. Mais, à la différence de certaines d'entre elles, le Mind Control ne fait intervenir ni médicaments, ni matériel biofeedback, rétroaction biologique, d'aucune sorte. Pour parvenir à ce nouvel état de conscience, l'instructeur dit « Allez à votre niveau » ou encore « Allez au niveau alpha ». Un exercice simple de 30 minutes y amène doucement l'élève. Les explications sont données dans le langage quotidien, avec le vocabulaire courant. Pas de jargon scientifique, pas de termes empruntés aux méthodes orientales. Il arrive qu'avant d'aborder le séminaire, certains élèves soient déjà familiarisés avec les techniques de la méditation, les uns par quelques semaines d'entraînement, les autres après des mois d'un effort soutenu. Et ils sont très surpris en découvrant qu'un exercice simple d'une demi-heure leur apporte les mêmes résultats. L'une des premières phrases qu'ils entendent est « Vous allez apprendre à mieux utiliser vos facultés cérébrales et à les utiliser d'une manière particulière. » Ces mots ordinaires sont enregistrés par le cerveau dès le début du cours, et la signification de cette phrase banale n'est rien moins qu'incroyable. En effet, tous les hommes, sans exception, peuvent facilement s'entraîner à mettre en œuvre des capacités que les débutants, en toute bonne foi, doutent de posséder. Ce n'est qu'après une expérimentation positive qu'ils commencent à y croire vraiment. Une autre phrase que les élèves vont entendre est
Projetez-vous mentalement dans votre lieu idéal de relaxation. Cet exercice revêt un charme tout particulier, car outre son pouvoir relaxant remarquable, il stimule l'imagination dans une atmosphère de détente profonde. Il faut dès maintenant préciser le sens à donner au mot « méditation ». Utilisé dans le langage quotidien, il signifie « réflexion ». Si, par exemple, vous laissez ce livre de côté un instant pour songer au dîner de demain, alors vous vous mettez à méditer. Mais quand il se rapporte aux diverses disciplines de la méditation et fait référence à un niveau mental particulier, ce mot prend un sens plus spécifique. En effet, de nombreuses méthodes enseignent comment débarrasser l'esprit de toute pensée consciente pour accéder à un état mental nouveau, et l'exercice pour y parvenir constitue une fin en soi. Il apporte une sensation de paix très agréable, ouvre la voie à une relaxation profonde. Il constitue en outre un moyen remarquable de protection contre les désordres engendrés par les tensions de toutes sortes, ainsi que le montrent les innombrables travaux sur ce sujet. Mais il ne s'agit jusqu'ici que de méditation passive. La méthode proposée par le Mind Control va beaucoup plus loin. Elle apprend à l'élève à se servir de ce niveau de conscience pour résoudre toutes sortes de difficultés, depuis les petites tracasseries agaçantes de la vie quotidienne jusqu'aux problèmes les plus graves qui puissent nous assaillir. C'est bien là d'un pouvoir réellement spectaculaire qu'il s'agit. C'est celui qu'apporte la méditation dynamique. On entend de plus en plus souvent parler aujourd'hui des ondes alpha. Cette appellation se rapporte à certaines ondes cérébrales produites sous forme d'énergie électrique, mesurée au moyen de l'électroencéphalographe, EEG. Cette énergie est évaluée en cycles par seconde, CPS. Consultez l'annexe, image numéro 1. 14 CPS et au-delà sont appelés généralement ondes bêta, entre 7 et 14 CPS ondes alpha, entre 4 et 7 ondes θ, et à partir de 4 et en deçà, ondes delta. Quand vous êtes parfaitement éveillé, que vous agissez de façon dynamique dans le monde du travail, vous êtes actif au niveau bêta, ou, pour utiliser la terminologie du Mind Control, au niveau de conscience extérieure. Lorsque vous faites des rêves éveillés, ou que vous êtes sur le point de vous endormir ou de vous éveiller, autrement dit, si vous n'êtes tout à fait endormi ni tout à fait éveillé, votre cerveau fonctionne en alpha, au niveau de conscience inférieur. Au cours des différentes phases de votre sommeil, vous vous trouvez en alpha, en θ ou en delta, et pas continuellement en alpha comme beaucoup le pensent. Or, l'entraînement au Mind Control vous apprend comment entrer au niveau alpha à volonté tout en restant parfaitement éveillé et actif. Vous vous demandez probablement quelles sont les sensations éprouvées à ces différents niveaux de conscience. Le niveau bêta, c'est-à-dire le niveau d'éveil, n'apporte pas de sensations particulières, et vous pouvez tout aussi bien vous sentir sûr de vous, ou intimidé, être occupé ou oisif, passionné par un travail ou mourir d'ennui. À ce niveau, les citations sont infinies. À des niveaux de conscience plus profondes, les possibilités de la plupart des gens restent néanmoins limitées. La raison en est simple. La vie les a conditionnés à fonctionner en bêta, non en alpha ou en θ. Et donc les seules périodes se déroulant en alpha sont ordinairement celles du rêve éveillé et de la frontière du sommeil, comme celle du sommeil lui-même. Avec l'entraînement au Mind Control, commencent à s'accroître des possibilités et des aptitudes dont on n'aperçoit pas les limites. Le directeur adjoint de Silva Mind Control, Harry McKnight, ne dit pas autre chose quand il déclare « La dimension alpha contient un ensemble cohérent de facultés sensorielles, autant que la dimension bêta. En d'autres termes, nous sommes tous capables d'accomplir exactement autant de choses en alpha que nous le sommes en bêta. » Cette affirmation constitue le principe de base du Mind Control. Lorsque vous aurez pris conscience de vos aptitudes nouvelles, que vous aurez appris à vous en servir, votre cerveau fonctionnera dans des conditions spécifiques à cette situation et vous exploiterez au maximum les moyens potentiels qui sont les vôtres. Vous serez efficient au moment que vous aurez choisi à ce niveau mental. Ce faisant, vous approcherez de plus en plus la limite du domaine de l'intelligence suprême. Ce que la plupart des gens recherchent dans les techniques de Mind Control, c'est d'abord un moyen de se détendre, de se libérer enfin des insomnies, des maux de tête. C'est aussi celui d'accomplir des actes exigeant de grands efforts de volonté, comme s'arrêter de fumer, perdre du poids, améliorer la mémoire, obtenir un rendement meilleur dans les études. Pourtant, même si leur démarche répond bien à tous ces besoins, ils retirent de l'enseignement reçu des bienfaits autrement plus considérables et plus spectaculaires. Ils apprennent par exemple que les 5 sens, toucher, goût, odorat, ouïe, vue, ne constituent qu'une très faible part des sens avec lesquels ils sont nés.
il découvre qu'il en existe d'autres, peu importe qu'on les nomme facultés ou sens, dont, comme certains mystiques, quelques rares privilégiés sont dotés. Les mystiques les ont exploités tout au long d'une vie coupée des activités du monde. Or, rien ne nous empêche de réveiller nous aussi ces facultés potentielles. C'est là la mission de la méthode Silva. Nadine Bertin, éditeur du journal de beauté Mademoiselle, a remarquablement analysé, dans le numéro de mars 1972, le sens qu'il faut donner à ce réveil. Vous pouvez développer vos facultés mentales par des pilules, des poudres, des plantes, des drogues. Moi, j'ai une autre méthode. C'est le Mind Control, qui réellement épanouit votre esprit. Il vous apprend comment y parvenir. Il porte bien son nom, puisque, à l'inverse des drogues ou de l'hypnose, c'est vous-même qui êtes le maître. Ses limites, dans des domaines comme l'épanouissement et la connaissance de soi, l'assistance aux autres, ne sont que vos limites propres. Absolument tout est possible. Vous entendez dire qu'un tel événement arrive au voisin, et soudain, vous vous apercevez que c'est à vous qu'il arrive. Chapitre 2. À la rencontre de José Silva. José Silva est né le 11 août 1914 à Laredo, au Texas. Il avait 4 ans quand son père mourut. Sa mère se remaria bientôt, et lui-même, sa sœur aînée et son jeune frère allèrent vivre chez leur grand-père. 2 ans plus tard, il dut gagner le pain quotidien de la famille. Il exerça plusieurs petits métiers, devenant vendeur de journaux ou cireur de chaussures. Le soir, il surveillait les devoirs de ses frères et sœurs qui, de leur côté, l'aidèrent à apprendre à lire et à écrire. Lui-même n'est jamais allé à l'école, sauf pour y enseigner. C'est un jour qu'il attendait son tour chez le coiffeur que José commença à s'affranchir de la pauvreté. En cherchant de quoi lire, il tomba sur une leçon de réparation de postes de radio, extraite d'un cours par correspondance. Il demanda à l'emprunter, mais le coiffeur ne consentit qu'à le lui louer, et encore à la condition expresse que José passa les examens prévus à sa place. Chaque semaine, José paya donc $1, apprit les leçons jusqu'au bout, enfin passa l'examen avec succès. Bientôt un diplôme trôna dans le salon de coiffure, cependant que José, à 15 ans, commençait à réparer les postes de radio dans toute la ville. Plus tard, son affaire devenue l'une des plus florissantes de la région, il pourra subvenir aux études de ses frères et sœurs, se marier et par la suite trouver un $250 000 pour financer les 20 ans de recherche qui aboutiront au Mind Control. Un autre homme, pourvu celui-là de diplômes obtenus plus consciencieusement que celui du coiffeur, allait sans le vouloir faire démarrer ses recherches. Il s'agit d'un psychiatre dont la fonction consistait, pendant la Seconde Guerre mondiale, à interroger les jeunes gens incorporés dans le service des transmissions. « Est-ce que vous mouillez votre lit » José était confondu. « Aimez-vous les femmes » José, qui avait 3 filles et qui un jour aurait 10 enfants, fut épouvanté. Sans aucun doute, pensait-il, cet homme en savait davantage sur le comportement mental de l'homme que le coiffeur sur les postes de radio. Mais à quoi pouvait aboutir ce genre de questions ? Ce fut cet instant de perplexité qui détermina José à s'engager dans une aventure qui allait s'avérer une odyssée fertile en tribulations. Sans le moindre diplôme, il se lança dans une recherche de caractère scientifique qui devait faire de lui l'un des esprits les plus créatifs de sa génération. Freud, Jung, Adler devinrent à travers leurs œuvres ses premiers maîtres. Les interrogations stupides prirent alors un tour plus sérieux. José fut bientôt en mesure de poser la question suivante. Est-il possible, par l'hypnose, d'améliorer la capacité d'apprentissage d'un individu, autrement dit d'accroître son quotient intellectuel ? À cette époque, en effet, il était admis que notre potentiel d'intelligence nous était donné à la naissance, une fois pour toutes. Pourtant, José n'en était pas convaincu. La question devait rester en suspens toute la période pendant laquelle il remplit les fonctions d'instructeur dans le service des transmissions, après avoir suivi des cours supérieurs d'électronique. De retour dans ses foyers, ses économies envolées, il s'attacha à remonter son affaire avec $200 en poche. Simultanément, il prit un service à mi-temps comme professeur de faculté à Laredo. Outre qu'il y supervisait 3 autres professeurs, il était chargé d'y créer les laboratoires d'électronique du collège universitaire. L'apparition de la télévision permit à son affaire de prospérer. 5 ans plus tard, son entreprise étant redevenue la plus importante de la ville, il mettait un terme à sa carrière de professeur. Vers 9 heures du soir, sa journée de travail achevée, il dînait
aidait à coucher les enfants, et la maison ayant retrouvé son calme, il se remettait à l'étude pendant 3 bonnes heures, poursuivant ses travaux sur l'hypnose. Les connaissances qu'il avait acquises, tant sur l'hypnose que dans le domaine de l'électronique, auquel il faut ajouter les mauvaises notes scolaires de ses enfants, le ramenaient à la question initiale. Est-il possible, par une sorte d'entraînement mental, d'améliorer la faculté d'apprendre, c'est-à-dire le quotient intellectuel? Il savait déjà le cerveau producteur d'électricité, et que, dès le début du siècle, des expériences avaient prouvé l'existence du rythme alpha. De par sa formation d'électronicien, il savait que le circuit électrique de rendement optimum est celui dont la résistance, ou impédance, est la plus faible, puis qu'un tel circuit utilise au maximum l'énergie électrique qui lui est fournie. Donc, si l'on parvenait à faire baisser l'impédance du cerveau, pourrait-on du même coup en accroître le rendement? D'autre part, existait-il un moyen d'en diminuer l'impédance? José commença à employer l'hypnose pour calmer ses enfants. C'est alors qu'il découvrit un phénomène apparemment paradoxal. Le cerveau développait une activité d'autant plus importante qu'il produisait moins d'énergie. Dans les zones de basse fréquence, il était capable de recevoir et de stocker davantage d'informations. Il fallait donc trouver un moyen de maintenir à ces fréquences l'activité cérébrale, étant donné que, la plupart du temps, elles sont plutôt liées au rêve éveillé et au sommeil qu'à l'activité de veille. L'hypnose fournit à José la réceptivité recherchée, mais pas cette sorte d'autonomie intérieure qui permet l'analyse des phénomènes de pensée jusqu'à leur totale compréhension. C'est que le stockage des souvenirs n'est pas suffisant. L'intuition, la perspicacité sont aussi indispensables. Bientôt, José abandonna l'hypnose. Il entreprit des expériences d'entraînement mental dont le but était de favoriser la détente cérébrale tout en laissant au cerveau une liberté de fonctionnement supérieure à celle permise par l'hypnose. Il espérait ainsi améliorer les capacités de compréhension et de mémorisation et, par voie de conséquence, le niveau du quotient intellectuel. Les exercices à partir desquels s'est construite la méthode visaient à atteindre des niveaux de conscience plus profonds et s'appliquaient à une relaxation contrôlée, à une visualisation mentale vivante et colorée. Ces niveaux, une fois atteints, se révélèrent plus efficaces pour l'apprentissage que le niveau bêta. Il en apporta la preuve tout au long des 3 années pendant lesquelles il poursuivit la mise au point de sa technique, avec l'amélioration extraordinaire du niveau scolaire de ses enfants. José disposait donc à présent d'une première méthode, l'une des plus déterminantes, qui fut ultérieurement confirmée par d'autres recherches, en particulier par le biofeedback. Il se trouvait ainsi être le premier à pouvoir démontrer notre faculté d'apprendre à fonctionner consciemment aux fréquences alpha et θ du cerveau. Une autre expérience, tout aussi surprenante, allait bientôt être présentée. Un soir, la fille de José était descendue à son niveau, pour reprendre la terminologie du mind control. Il lui posait des questions sur son travail scolaire. Tandis qu'elle répondait, il formula mentalement la question suivante, comme il le faisait habituellement. Jusque-là, la séance ressemblait aux centaines d'autres qui l'avaient précédée. Mais voilà que soudain, un événement extraordinaire se produisit, qui allait balayer la routine. Elle répondit à une question que son père n'avait pas encore posée, puis à une autre, et encore à une autre. Elle était bel et bien en train de lire dans sa pensée. Cela se passait en 1953, à une époque où la perception extrasensorielle, PES, devenait un intéressant sujet de recherche scientifique, en grande partie grâce aux travaux que le Dr J.B. Rhine de l'université Duke avait publiés. José adressa donc au Dr Rhine un rapport sur l'entraînement de sa fille à la pratique de la PES. La réponse fut décevante. Le Dr Rhine insinuait que la jeune fille aurait très bien pu posséder des facultés médiumniques dès le début des expériences. En outre, aucun test n'ayant été pratiqué antérieurement à l'entraînement, il ne pouvait ressortir des expériences aucune conclusion valable. Pendant ce temps, les voisins de José remarquaient à quel point le travail scolaire de ses enfants s'était amélioré. Au début, ils étaient plutôt circonspects à l'égard de ces mystérieuses explorations d'un domaine inconnu protégé, qui sait, par des forces qu'il valait mieux ne pas déranger. Cependant, on ne pouvait ignorer plus longtemps les succès d'un homme travaillant avec ses propres enfants. José consentirait-il à entraîner également les leurs? Après la lettre du Dr Rhine, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Si, avec d'autres sujets, il parvenait au même résultat qu'avec un seul, il aurait réussi à reproduire identiquement des conditions expérimentales données, base de toute démarche scientifique. C'est dans ces conditions qu'au cours des 10 années suivantes, il entraîna 39 enfants de Laredo. Sa technique s'affinait de plus en plus,
ce qui lui permit des résultats encore meilleurs. Ce travail déboucha sur un autre résultat, capital. Il avait mis au point la première méthode de l'histoire mettant n'importe qui en mesure d'exercer la PES. Il le démontrait avec des expériences reproduites 39 fois. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.